Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. José, nous allons devoir nous priver. Je me souciais davantage de la température et de la pluie que de ma tablette. Alors, on ne se verra pas. Non. Mais là, assurez-moi que vous êtes allé aux toilettes là, avant de commencer l'émission. Oui, José. Tu sais, José, tu vas devoir composer avec un homme de 68 ans. Et vous, avec une taquine. Qui a un début de prostatisme, c'est-à-dire qu'il n'a plus la même capacité de se retenir, d'aller. Je suis obligé d'aller un peu plus souvent aux toilettes. Ah. Et j'ai plus la même capacité de rétention que j'ai déjà eue. Ah, bon. Alors, on est une couple d'hommes. C'est moi qui va faire le médecin, OK? Oui. Alors, avant l'émission, vous allez vous assurer de ne pas avoir bu d'eau une demi-heure avant. Vous n'en boirez juste des petites gorgées quand vous avez la gorge sèche pendant l'émission. C'est vrai. Et après, vous pourrez y aller. C'est vrai. Hier, j'ai bu... Ou sinon, on vous met un petit pot, là. Hier, José, je m'étais... Exagère pas, ambitionne pas, là, sur le pain béni. Hier, je m'étais emmené du jus de pamplemousse et j'aime ça. Ah. Et je buvais, à mon insu, régulièrement des grandes gorgées de jus de pamplemousse. Wow. Alors, après une heure et demie, après une heure, là, j'ai eu envie. Non, mais ça me permet juste de vous taquiner, là. Une envie pressante. C'est bien correct. Alors, nous sommes... Tout ça pour sensibiliser oui, l'auditoire aux problèmes des hommes qui vieillissent et dont la prostate prend du volume, est augmentée de volume. Ben oui, ça existe. Ouais. Et en même temps, vu que vous parliez aussi de votre tablette, je suis certaine que dans tous vos collègues extraordinaires à Trois-Rivières, qu'il y en a sûrement un qui pourrait vous prêter sa tablette. Ben là, écoute, Denis est parti à la chasse. Bon, je suis certaine qu'il y en a un qui peut se priver de sa tablette pendant 1h30 de temps. Ça, c'est peut-être beaucoup demandé. Ah non, gars, sinon, là, on est capable. Là, on est des professionnels. Oui, on commence à se connaître les gens. Ben oui. Et d'ailleurs, tellement que ce matin, on a accroché les deux sur un sujet. Oui. Sujet extrêmement délicat. Moi, ça a été, je vous dirais, mon défi d'essayer de trouver une question pour que les gens puissent s'appeler, puis que ça se fasse en tout respect. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que dans l'histoire qu'on va vous raconter, il y a plein de points qui nous interpellent. Puis là, le but, c'est pas de juger, là. On se questionne, puis c'est de regarder ça de façon rationnelle, parce que c'est un sujet qui est totalement émotif. On s'entend là-dessus? On parle de suicide ce matin. C'est l'histoire, c'est dans le journal, j'ai vu que c'était dans le journal Le Droit, que c'était dans le journal Le Soleil, donc ça a dû être là dans les différents quotidiens, l'histoire qui a été reprise. Le titre, c'est « Mourir à 20 ans par peur de la prison ». Bon, moi, en partant, je crois pas à ça. Mais on y reviendra. Oui. Là, l'histoire nous est racontée par la bouche de la mère de Julien, 20 ans. Julien, son histoire... Lui, il faut tout d'abord dire qu'il avait une copine. C'était son premier grand amour. Et là, il a passé une nuit en détention parce que il y a eu des problèmes avec sa petite copine. Je ne veux pas diminuer, là, avec sa copine, ce qui est devenu son ex. Et elle a porté plainte à la police. On n'a pas les détails précis du pourquoi. Là. Y a-tu eu violence? C'était-tu harcèlement? C'était-tu menace? On ne le dit pas dans l'article. Ouais. Mais c'était assez sérieux pour que il passe une nuit en détention et que par la suite, il ait à faire des travaux communautaires, 200 heures de travaux communautaires, une période de probation de 18 mois, une interdiction d'entrer en contact avec son ex-petite amie. On en est là. Il avait repris ses études, il faisait ses travaux communautaires et il avait l'intention de retourner étudier à Sherbrooke et rester chez ses parents. Les parents de Julien ont deviné qu'il avait repris contact avec son ex-copine malgré l'interdiction. Et là, il y a une autre chicane qui a éclaté. La jeune fille a porté plainte pour bris de probation. Et pendant que Julien faisait ses travaux communautaires, 2 enquêteurs de la police de Sherbrooke se sont déplacés dans son appartement de Québec pour aller le chercher. Puis comme il n'était pas là, c'est important ça parce que c'est là que les parents et la tante en veulent. Là. Au lieu d'aller le chercher direct puis de l'amener, ils ont téléphoné pour lui dire qu'il fallait qu'il aille le chercher puis qu'il retournerait derrière les barreaux.
La première fois qu'il est allé en détention, il n'arrêtait pas de dire là-bas, je vais me pendre, je vais pas être en prison, je vais me pendre. Lors de la première arrestation. C'est ça. D'une nuit. Exact. D'une nuit. Exact. OK. Oui. Et pourquoi qu'il est en détention? C'est parce que le juge, là, il était trop tard, vous comprenez? Fait que c'est pour ça qu'ils l'ont mis en dedans, là. Jusqu'au lendemain matin. C'est ça, exactement. Et les policiers l'ont isolé, ont tout fait attention, ont pris les précautions. Et là, quand il s'est fait téléphoner par les policiers pour dire qu'il retournerait derrière les barreaux, il a paniqué, il a appelé sa mère, il a dit qu'elle allait prendre son char et qu'elle allait mettre fin à ses jours parce qu'il ne voulait pas retourner en prison, il n'en était pas question. Et c'est ce qu'il a fait. Et là, je lis la mère ce qu'elle dit, puis ça aussi, on y reviendra. Elle dit, il ne voulait pas blesser personne, alors il a attendu de trouver un très gros camion pour se lancer dessus. Et il est mort. D'ailleurs, j'ai ressorti, moi, la nouvelle, là. Oui. Et ça s'était passé à Saint-Joseph de Coleraine, dans Chaudière-Appalaches. Et il y a même eu une explosion, là. Et on dit que le conducteur du camion aurait subi un choc nerveux. Blessure superficielle, mais choc nerveux. Aujourd'hui, j'ai aucune idée de ce qui est arrivé à ce chauffeur de camion-là. Est-ce qu'il a recommencé à travailler? Il est-tu traumatisé? Il est en choc post-traumatique? On ne le sait pas, malheureusement. On ne sait pas non plus l'ex-petite copine, comment elle va. On ne sait pas ce qu'elle a vécu non plus en lien avec Julien. Mais lui, Julien, s'est suicidé. Et là, ce matin, pourquoi on en parle? Parce que ça s'est passé au mois de novembre. Le 24 novembre. Et aujourd'hui, on en parle parce que, tout d'abord, il y a la mère qui s'exprime pour cette histoire-là. Et elle en veut beaucoup à la société. Elle dit, entre autres, qu'il aurait fallu obliger son jeune à voir un psychologue, car les gars, dit-elle, surtout à cet âge-là, n'ont pas le réflexe de demander de l'aide. Le préambule est long, Doc, là, mais je vais vous laisser parler après. Non, c'est pas long. Et, non, c'est important parce que c'est très délicat, oui. Multiples volets. Oui. Et là, il y a l'attente aussi. Oui. C'est pour ça que je vais prendre juste le temps de bien placer l'histoire. Oh oui. Et là, l'attente... Je prends des notes pendant que tu parles. Elle aussi a écrit une lettre d'opinion. Oui. Et je l'ai devant moi, je la lirai pas toute, là, mais elle, juste pour vous donner une idée là, du ton, elle dit « Le vendredi 24 novembre, mon neveu, un jeune homme de 20 ans en détresse, a décidé de s'éjecter de sa vie et par le fait même d'une société par laquelle il se sentait traqué. J'en veux à cette société qui a pour complice dans cette affaire des jeunes qui aiment mal, qui aiment trop, des juges qui abordent les jeunes hommes qui font des erreurs comme des bandits, des policiers qui adaptent difficilement leurs interventions aux situations de souffrance vécues par les individus récalcitrants à l'autorité. » Je lirai pas tout, mais ça donne le ton, là. Elle dit que à quel endroit les jeunes hommes trouvent-ils des hommes adultes qui acceptent de se faire aider? Il faudrait qu'il y ait plus d'exemples. Et là, je vais terminer là-dessus. Là. Elle dit, mais condamner un geste violent et l'assortir d'une sentence n'est toutefois pas suffisant. Les personnes ayant vécu de la violence, tout autant que les personnes la perpétrant, ont besoin de soutien et d'accompagnement. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous pose la question de façon plus large. Au nombre de suicides au Québec, 3 par jour, c'est sûr que vous êtes touchés de près ou de loin de par des histoires. Puis est-ce que vous pensez avec votre expérience qu'on est assez outillés comme individu, comme société, pour aider les gens souffrants à ne pas se suicider? Maintenant, je vous laisse aller, Doc, parce que je sais qu'il y a beaucoup de points que vous vouliez aborder aussi là-dedans. Non, c'était de bien planter l'histoire. Et écoute, dans un premier temps, je n'accepte pas la banalisation du moyen utilisé par ce jeune homme-là, par la mère. La mère banalise. Et de nous dire, il ne voulait pas blesser personne, il a foncé dans une vanne. Ça ne passe pas la rampe. C'est inacceptable comme propos. Inacceptable comme propos. L'individu qui était au volant de cette vanne-là, madame, il a été blessé psychologiquement, possiblement handicapé mentalement pour le restant de sa vie, suite à un possible état de stress post-traumatique. Si c'est un père de famille de 3 jeunes enfants dont vous venez de priver de son gagne-pain,
Avez-vous réfléchi avant de parler? Je comprends votre détresse, madame. Ce n'est pas une raison pour banaliser les collisions frontales comme moyen d'en finir avec sa vie et banaliser, dire, écoute, il a choisi une vanne. Il ne voulait pas blesser personne, manifestement. Non, ça ne passe pas la rampe. Ça, c'est un premier point. Ouais. Deuxièmement, là, à titre de psychiatre, j'en ai beaucoup. Bon, écoute. D'abord, mentionner que le tiers des collisions frontales sur les routes du Québec, pour moi, sont des... Il y en a un qui a essayé de se suicider. Il y a une tentative de suicide là-dedans. Dans le tiers des collisions frontales. Ouais. José, ça fait 38 ans que j'ai des confidences de patients qui ont contemplé activement, qui sont passés tout proches de s'apprêter devant une automobile qui s'en venait ou une vanne. OK? 38 ans que je l'entends. Bon. L'autre point. Quel autre point qu'on pourrait mettre là-dedans? Ah, moi, je trouve... L'histoire de blâmer la police. Ouais. Non. Aucun blâme aux policiers dans cette histoire-là. Je regrette, mesdames, vous faites fausse route. L'histoire de blâmer la nuit en prison. Non. J'ai été pendant 10 ans consultant dans les services correctionnels du centre du Québec, à la prison de Trois-Rivières. Pendant 10 ans, toutes les demandes, tous les problèmes, évaluation à subir des procès, état mental au moment des délits, des patients psychotiques en prison qui avaient toutes sortes de comportements aberrants. C'est moi qu'on appelait. J'étais le psychiatre de fonction bien rémunéré par le ministère de la Justice pour la prison de Trois-Rivières. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas un patient, j'ai jamais vu un individu qui était rendu activement suicidaire par une nuit en prison. Cependant, je vous soumets le scénario suivant. Julien, quand il s'est retrouvé en prison, il a réalisé que suite au comportement... Il a réalisé probablement que suite au comportement qu'il avait eu avec la petite amie, il se pourrait, s'il n'arrivait pas à se contrôler, il se pourrait qu'il passe une partie de sa vie en prison. Et c'est là qu'il serait devenu suicidaire. Et c'est probablement pour ça qu'il s'est suicidé. Vous pensez qu'il y a eu comme pas une illumination, là, mais il a réalisé qui il était, là. Oui. Et, mesdames, mères, tantes, malgré votre détresse, je dois vous dire, des individus comme Julien, je n'ai évalué peut-être 300, 400. Alors, j'ai une bonne idée de ce qui se passe dans leur tête. Le scénario le plus plausible, c'est que Julien, quand la petite amie l'a flushé, il a eu des idées de la trucider, de la tuer. Il a eu des idées de la tuer. C'est fréquent. J'ai entendu ça des centaines de fois dans mon bureau. De la part d'hommes. Très rare, extrêmement rare. Ça y aurait fait peur? Ben, et ça lui a fait peur. Il a constaté qu'il n'était pas un homme normal. Lorsque la tante banalise en nous disant « ces jeunes hommes qui aiment mal, qui aiment trop », Madame, qu'est-ce que vous venez de dire? J'aime une femme, puis ça me laisse, j'ai envie de la tuer? Réfléchissez. Moi, j'ai des bémols parce que je peux comprendre là, que la famille vit un drame puis que ça doit pas être facile du tout à vivre. Là. Ça, je peux le comprendre. Puis j'aimerais ça. Savez-vous ce que j'aimerais? Dans 2 ans, reparler à cette tante-là. Si avec le recul, elle réécrirait la même chose. Là, j'ai l'impression que c'est beaucoup dans l'émotion, là. En tout cas, c'est ma prétention. Oui, non, elle va penser la même chose. Vous pensez, oui, qu'elle n'est pas capable assez d'avoir du recul? Parce qu'on dit des juges qui abordent les jeunes hommes qui font des erreurs comme des bandits. C'est parce que, encore là, je m'excuse, là, mais moi, si un gars de 20 ans agissait comme ça avec ma fille, ben le gars, je le considérerais comme un bandit, là. Tu sais, faut juste, il y a une tristesse dans l'histoire, mais il faut juste être rationnel aussi puis regarder avec des yeux clairs, là. Chère mère, chère tante, Julien a eu une première plainte de la part d'une femme qui avait manifestement peur de lui. Deuxièmement, il y a eu une interdiction de contact par la cour et il l'a brisée.
Mais avec votre expérience, Doc, j'ai juste une question, ou s'il y a quelqu'un là, qui peut me répondre, un avocat ou un policier, ou... tu sais, c'est parce qu'il nous manque de l'info là, sur ce qu'il a fait exactement, mais à partir du moment où il y avait même un couvre-feu, là. Oui. Il pouvait pas sortir, Oui. lui. Puis quand Oui. il a brisé son interdiction, il était 23h10. Il pouvait pas sortir après 23h. Ça prend quoi pour que quelqu'un ait un couvre-feu après 23h, une période de probation de 18 mois avec 200 heures de travaux communautaires et interdiction d'entrer en contact avec son petit ami, avec son ex-petit ami? J'imagine que c'est pas juste parce qu'il l'appelait tous les soirs, là. Non. Non. Tu sais, c'est ça, là. Alors, ce serait, si jamais quelqu'un, un proche, quelqu'un connaît les détails des menaces de Julien ou des raisons pour lesquelles la petite amie a porté plainte à la police, ce serait intéressant. On est à l'écoute parce que la mère et la tante ont décidé d'occuper l'espace public. Alors, chère mère, chère tante, on comprend votre détresse. Malheureusement, on va devoir commenter sur ce que vous avancez parce que vous occupez l'espace public. Bien, je suis contente que vous ameniez cet argument-là, Doc, parce que tout le long ce matin, là, moi, j'hésitais. Parce que je me suis dit, ça va être perçu. C'est pas le procès du jeune homme, c'est pas le procès, mais c'est parce qu'étant donné que la mère, tu sais, c'est plein de pages dans le journal, la tante a écrit aussi une lettre d'opinion, je me suis dit, ils ont voulu brasser quelque chose, là. Ils veulent qu'on en parle. Tu sais, quand t'écris dans la lettre d'opinion, c'est parce qu'ils veulent réveiller le public sur certains points, mais c'est parce que ça va avec l'autre côté aussi, là. Faut avoir l'information juste, là. Alors, malheureusement, vous tombez sur Mailloux, puis vous tombez sur Mailloux qui est un expert dans le domaine. Alors, si vous avez voulu blâmer le public, blâmer la police, etc., Mailloux va devoir réagir parce que vous vous êtes avancé dans l'espace public. Et moi, c'est mon rôle. Je suis là pour ça. Et la collectivité compte sur moi pour commenter, pour relever des éléments comme ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure. Le Doc, il est 9h47, on va s'arrêter. On va aller à la pause. Au retour, j'aimerais beaucoup entendre les gens. T'sais, notre question, oui, elle concerne cette histoire-là. Là. Est-ce qu'on aurait pu... Tu sais, c'est ça la question. On aurait-tu pu le sauver, ce jeune homme-là? Comme société, comme individu. Tu sais, là, puis encore là, je vais juste me permettre un petit commentaire, puis je sais qu'ils doivent déjà en avoir beaucoup, mais c'est toute la faute de la société hein, dans cette histoire-là. Oui. Je fais juste dire ça de même. J'irai pas plus loin, je pense que le monde comprenne. Là. Ouais. Mais en tout cas. Et d'aucune façon, les comportements, je tiens à le répéter, pour une fois, parce que, écoute, ils sont tellement souvent blâmés. Les policiers, le comportement des policiers tel que rapporté par la mère est absolument irréprochable. Ouais. Irréprochable. On doit s'arrêter. Avec ce qu'on a comme information. Ben, c'est ça. Et je tiens à le dire, ils ont agi avec humanisme. Ils ont agi avec professionnalisme. C'est important de féliciter nos policiers lorsqu'ils agissent avec professionnalisme. Ouais. Et dans ce cas-là, ce qu'on nous dit dans cet article-là, ce qui nous est révélé, est absolument, moi, à mes yeux de psychiatre, qui a été le consultant pour les services correctionnels du Centre du Québec pendant 10 ans, je vous dis irréprochable. Doc Mailloux, on doit aller à la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mailloux et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient ce matin sur une histoire qui fait l'actualité, que vous allez pouvoir lire pas mal dans tous vos journaux. Là. C'est un jeune homme de 20 ans qui s'est enlevé la vie. Et le titre de l'article, là, c'est « Mourir à 20 ans par peur de la prison ». Parce que lui, il a eu un passé... j'ai pas eu l'info encore, là, mais quand t'as un couvre-feu, quand t'as pas le droit d'approcher ton ex-petit ami, quand t'as 200 heures de travaux communautaires, je pense qu'il a fait soit des menaces, soit de la violence, soit, en tout cas, elle en avait peur, en tout cas, hein, ça on peut le dire, là. Il a fait quelque chose de criminel. C'est ça. Ben oui, on il va a passé le dire en comme cours, ça. Puis c'était sa première offense, il a été condamné et il s'est permis un bris de probation. C'est ça. Et là, quand les policiers il a défié, oui, vas-y. c'est ça, quand on se voit pas.
Ouais. Quand les policiers ils ont dit qu'il retournerait en prison, qu'il fallait qu'il se rende, c'est là qu'il a appelé sa mère pour lui dire « C'est pas vrai que je vais retourner en prison, maman. » Et là, il est allé se suicider sur la route. Et là, la question, puis c'est là qu'on demande la participation des auditeurs. La mère, la tante semble mettre tout ça sur le dos de la société. Qu'en pensez-vous? Puis j'insiste, là, les statistiques, à chaque fois qu'on fait une émission là-dessus, là, on va les réduire à leur plus simple expression, c'est 3 par jour au Québec, OK? C'est ça, là, la statistique. Fait que c'est sûr que parmi tous ceux qui nous écoutent, de près, de loin, vous avez vécu quelqu'un, vous avez connu quelqu'un qui a fait une tentative ou qui s'est suicidé. Il doit y avoir toutes sortes d'histoires, Doc Mayou, puis là-dessus, ça va être intéressant avec vous de vous entendre. Je l'ai lu tantôt, ça. Il y a des gens qui disent que quand la personne a vraiment envie de se suicider, là, que t'as beau vouloir l'aider, c'est difficile. La personne a... Tu sais, fait il y a des personnes qui trouvent ça très lourd, accompagner quelqu'un de suicidaire. Il y a des personnes qui ont dû faire des lâcher-prises parce que c'était eux autres ou l'autre. Et là, c'est la culpabilité qui rentre là-dedans. Fait que c'est complexe, je trouve. Puis, je peux-tu faire un petit éditorial rapide? Ben oui. Moi, je trouve, et là, je vais tellement me faire taper dessus, là, mais je trouve que les fameuses lignes, là, 1-8-8 quelque chose, j'écoute, là. Moi, je trouve que c'est vraiment pour qu'on puisse se donner bonne conscience. Ouais. Je me demande, ça se fait pas, le dire, mais j'aimerais ça, à un moment donné, savoir, ça a-tu vraiment aidé des gens suicidaires, des gens seuls, des gens qui filent pas bien, des gens qui viennent de se séparer, des gens qui ont besoin de parler? Oui. Mais là, on parle de suicide, là. Ça aide-tu vraiment? C'est ma question. En tout cas, ça n'a pas gardé Julien en vie et ça n'a pas gardé nos 2 milliardaires le président d'Apotex, la compagnie pharmaceutique. Bon, c'est ça que je cherchais. Le couple Sherman, milliardaire à Toronto, se sont pendus après un balcon autour de leur piscine. Fait que les lignes d'écoute, là, c'est très limité. D'ailleurs, malgré tous les programmes, 3 suicides par jour, ça veut dire près de 1000 suicides par année. Exact. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Je vous interromps. Oui, allons-y. On a un proche de Julien qui est en avec ligne. plaisir. Oui, on va l'accueillir. Stéphane nous appelle de Sherbrooke. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Merci beaucoup de nous téléphoner. On vous écoute, Stéphane. Je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps. Monsieur Julien, non, je ne parlerai pas de Julien, mais je vais parler. Monsieur Mayou, oui. Je vous respecte dans tout ce que vous faites. Je vous respecte par contre, il y a des journées où ce que vous venez me chercher un peu plus que d'autres. Oui. Puis là, je peux comprendre qu'avec l'information que vous avez, bon, c'est la vision que vous avez, que Julien... ça venu me chercher, je viens de sortir d'un rendez-vous, j'entends ça. Puis quand je vous dis que je suis près de la personne, je suis très près de... Allez-y, on vous écoute. C'est pour ça qu'on accepte, puis je vais vous écouter. Allez-y. Bon. Julien fréquentait une jeune dame d'une personne connue ici à Sherbrooke. Et le bris en tant que tel, là, je veux juste vous donner cette info-là, le bris en tant que tel ne venait pas de Julien. Et je veux pas condamner la jeune dame non plus, là. C'est des histoires d'amour de jeunes, là, mais les prises de contact que Julien avec la jeune dame, parce que Julien avait refait sa vie avec une nouvelle copine. Tout allait bien. Okay. C'est un grand sportif. C'est quelqu'un qui devait se présenter dans la famille pour la période des fêtes avec sa nouvelle copine, puis ces choses-là. Et le pourquoi du rappel vers son ex-conjoint, c'était par l'entremise des amis de la petite dame qui disait Julien, ouais, mais elle file pas bien, beaucoup de peine. Puis là, Julien se sentait mal un peu là-dedans parce que Julien avait le cœur dans la main. Fait que Julien faisait juste la rappeler pour prendre de ses nouvelles. Écoute, on va réussir à passer au travers ça, puis tout ça. Et là, madame portait plainte. Oui. Alors, elle l'aurait piégé. D'après vous, elle l'aurait piégé. Non, c'est pas d'après moi. C'est la vérité, ce que je vous dis. OK. Non, mais c'est d'après vos propos. Okay. Mais Stéphane, c'est juste pour être clair, là, parce que moi, en lisant l'article, puis je suis contente que vous compreniez qu'on y va avec l'information qu'on a, là, mais en lisant l'article, c'est comme s'il y avait eu encore une fois soit menace, puis que c'est pour ça qu'elle avait porté plainte, là. Mais tu sais, vous savez, là, à 20 ans, on ne raisonne pas comme à 30, il est né à 40, il est né à 50, il est né à 60. C'est inexact, ça, Stéphane. Si vous êtes un pied, si vous n'avez pas de capacité de réflexion à 20 ans, vous n'aurez pas plus à 60. Alors, ce que vous venez de dire est un énoncé, est une prémisse qui est fausse.
Alors, OK. et c'est connu, ça, que quelqu'un qui a un bon jugement, il l'a à 16 ans. Il l'a pas à 40 ans. OK. Alors, continuez. Bon. Qu'est-ce que vous vouliez dire, oui? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, ce que je vous dis, là, c'est que Oui. il y a probablement eu des erreurs de Julien. Par contre, le geste Il a de fait Julien- quoi comme erreur? Oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des Non, erreurs de... j'embarquerai pas dans... Monsieur Mailloux, j'embarquerai OK, pas nécessairement OK, c'est correct. dans ça. Mais comme je peux vous dire, j'étais proche de Oui, Julien. oui, j'ai compris. Pour Maintenant, savoir est-ce que... Mais Comment vous connaissez vous... pas- Voilà, Oui. Comment vous expliquez qu'une nuit en prison, pendant la nuit en prison, il ait été aussi activement suicidaire? Comment vous expliquez ça, vous qui le connaissez? Ben vous, monsieur Mailloux, vous avez été psychiatre 10 ans à la prison de Trois-Rivières. Oui. Ça fait 23 ans que je travaille au service correctionnel. Et je peux Oui. vous dire que j'envoie des suicidaires après seulement qu'une journée. Mais C'est pas la nuit. pas, pas la pas nuit à à la cause. prison. Ouais, pas à cause de la nuit à la prison. Ouais, c'est arrivé, monsieur Mailloux. En C'est tout cas, arrivé. tout est possible, là, mais lui, dans son cas, une nuit en prison, est-ce qu'il est possible qu'il était davantage perturbé par les raisons qui l'ont emmené en prison que par le séjour d'une nuit en prison? Est-ce que c'est possible? Ou si vous me dites que c'est impossible? Non, ça peut. Ça peut, hein? Comme je vous dis, moi, comme je peux vous dire, son idée suicidaire, elle provient probablement peut-être pas de la soirée à la prison, elle provient peut-être du mal et des journées précédentes. Mais par contre, Oui. le fait de se retrouver une nuit en prison parce que c'est une journée de comparution qui débordait, puis M. le juge Oui. ne pouvait pas le passer. Et 24 heures pour le mettre avec les 24 heures, suite à l'arrestation, le juge a 24 heures pour émettre, Oui. émettre le mandat, exécuter Oui. le mandat. Bon, là, ce que le juge a fait, c'est bon, ben monsieur, on vous ramène à demain parce que bon, la journée était chargée, ainsi de suite. Oui. Bon. Bon. Maintenant, Stéphane, je vais vous poser la question que je me suis posée ce matin. La mère affirme, si le journaliste l'a bien rapporté, Yann Bussière, qu'il serait devenu suicidaire la première nuit de prison parce qu'il avait peur d'être en prison. Comment un individu peut-il avoir peur d'une nuit en prison et ne pas avoir peur de se sacrer devant une vanne? Avez-vous une explication pour ça? C'est malheureux, là. C'est une très bonne question. Puis Ouais, écoutez, je me la suis posée. Je ne veux pas vous emmerder, là, je me la suis posée, puis José est témoin. Je l'ai Oui. mentionné à José. Je dis, écoutez, je comprends pas comme psychiatre qu'on prétende qu'il ait peur d'une nuit en prison, mais il n'a pas peur d'une collision frontale. Écoutez, il y a quelque chose qui ne marche Non, pas, non, là. Non, il y a quelque chose qui marche pas, mais il y a quand même une ouverture à la détresse. On devrait quand même avoir une ouverture à la détresse. Ah, définitivement! Et je peux vous dire, M. Mailloux, par rapport au nombre de services et au nombre d'années que je travaille dans le milieu, à tous les incarcérés, quand ils se présentent lors d'une admission, il y a une grille d'évaluation de l'échelle EIS qu'on appelle. Et la personne qui veut vraiment passer à l'acte ne nous dira pas qu'elle est suicidaire. Je suis tout à fait d'accord. J'ai été consultant et lorsqu'il arrivait des tentatives ratées, devinez qui on appelait à la prison de Trois-Rivières? On appelait Mailloux pendant 10 ans de temps. Et j'en ai vu de toutes les couleurs. Moi, Stéphane, Vous avez tout à fait raison. je vais vous poser... Et il appelle pas non plus dans les lignes téléphoniques là, tel suicide. Non. Non, je comprends. Et vous, avec Oui. le recul, puis vous le connaissiez, là, c'est parce que c'est aussi notre question qu'on veut aborder ce matin. Y aurait-tu pu être sauvé? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Comme c'est notre question. là, Est-ce comme qu'on aurait pu société, l'aider? Comme Oui. individu, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour l'aider, lui? Ben regardez, là, je fais un parallèle avec le BE. Tu sais, hier, le rapport du BEPC, quand que le coroner nous dit la mort aurait pu être évitable de votre chroniqueur et sa famille, là, ben je peux affirmer que ça aurait pu être la même chose avec le jeune juge. OK. Avez-vous un moyen? Avez-vous quelques idées? Qu'est-ce qui a manqué? Parce que c'est important, là. D'après vous, le connaissant, expérience d'un service correctionnel,
qu'est-ce qui a manqué? Parce que moi, tout à l'heure, j'ai affirmé que les policiers ont été irréprochables. Là. On ne commencera pas à blâmer la police dans cette histoire. Je ne veux pas blâmer la police. Tout à fait. On est d'accord là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui aurait pu être fait? Je ne veux pas blâmer la police. Non. Par contre, l'approche, il y a certaines approches avec certains policiers, on les connaît tous. Il y a certaines approches que je pense qu'il y a un peu plus d'humanisme ou un peu plus d'ouverture. Donc, il y a une différence entre un vrai bandit et une personne qui est en détresse. Oui. Tout à fait d'accord avec vous. Stéphane et Doc, oui, on va devoir s'arrêter. Je vous remercie beaucoup, Stéphane. Merci. Vraiment. Je vous invite à peut-être me garder, puis on se parlera en dehors des zones. Non, on n'ira pas plus loin, mais on vous remercie beaucoup d'avoir eu le courage et d'avoir collaboré à essayer de mieux comprendre la détresse de quelqu'un. C'est dans ce sens-là qu'on va continuer. Merci beaucoup. Au revoir. Oui. Et Doc, nous, on va aller à la pause et au retour, nous avons l'ex-copine de Julien qui est en ligne et nous avons aussi la mère de l'ex-copine de Julien. Fait que ça va nous permettre d'avoir un autre côté également de la médaille. Exact. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, nous abordons le sujet du suicide parce que la mère de Julien, 20 ans, qui s'est enlevé la vie le 24 novembre, a donné une entrevue à Yann Bussière. Et la tante également de Julien a écrit une lettre d'opinion parce elles en veulent beaucoup à la société qui n'ont pas suffisamment aidé Julien psychologiquement. Rapidement, Julien, son histoire rapide est tombé en amour avec une fille et par la suite, faut croire que ça n'a pas fonctionné. Il a passé une nuit en détention en attendant de rencontrer un juge parce que il y avait eu plainte. Par la suite de la rencontre, il y a eu un couvre-feu. Il pouvait pas sortir de chez lui après 23 heures. Il avait également une probation de 18 mois, sortie de 200 heures de travaux communautaires, interdiction d'entrer en contact avec sa petite amie, son ex-petite amie. Il l'a contacté, elle a porté plainte et les policiers ont tenté d'aller le chercher pour bris de condition chez lui, mais comme il était au travail, ils l'ont téléphoné et ils ont dit, gars, faut aller te chercher. Tu vas aller en prison. C'est à ce moment-là qu'il aurait appelé sa mère et qu'il aurait dit, il n'est pas question que je retourne en prison. Je prends le char, je m'attache pas. Et finalement, elle s'est suicidée en entrant en collision avec un gros camion. Ça, c'est les faits. On a parlé avec un proche de Julien. Et là, c'est pas arrangé en passant. Là, il y en a qui disent, coudonc, c'est arrangé avec le gars des vues. Là. Non. On a au bout du fil la mère de l'ex-copine de Julien. Et l'ex-copine est aussi à ses côtés. René est avec nous. Bonjour, René. Bonjour. Oui, bonjour. Ça bonjour, doit brasser René. des choses en vous et à votre fille aussi, tout ça ce matin? Je veux dire aux auditeurs de faire attention à ce qu'ils disent. Parce que là, on a une mort à conscience, tout le monde. Puis, ça ne m'intéresse pas que ma fille passe non plus. Hein? Oui, on comprend très Deuxième bien. des choses, Julien, il y avait des défauts. Julien a fait des choses à ma fille. Et si elle a fait une plainte à la police parce qu'il l'avait brassé encore une fois. Bon. C'est pas parce qu'il s'aimait pas, mais les policiers ont appelé Julien pour dire qu'il allait le chercher. Ça ne se fait pas. Je prends la part de sa mère. Ça ne se fait pas d'aller appeler un jeune homme qui est en dépression depuis des années pour lui dire on va te chercher. Julien reste à Skate Corner, il reste à Québec parce qu'il faisait des travaux là et il allait à l'école. Ils l'ont parti de Sherbrooke pour aller le chercher. Ben voyons donc, c'était pas une affaire de meurtre, là. Il n'y avait rien de dangereux là. Attendez un peu. René, je vais devoir vous poser une couple de questions. Il y a eu un procès. Hein? Oui. Le procès a eu lieu quel mois? De quelle année? Ça a duré un an et quelques. Non, le procès n'a pas duré un an. Le procès a eu lieu quand? Au mois de juillet, si je ne me trompe pas. Juillet l'été dernier? Ma fille n'a même pas été. Ma fille n'a même pas été au procès. Bon. C'est son procureur qui l'a défendu. OK. Parce qu'elle l'aimait.
Oui, attendez un peu. Allez pas trop vite, René, parce qu'il y a des éléments importants, là. Ouais. Est-ce que le procès était public ou s'il y a eu un huis clos? Aucune idée. Vous ne le savez pas. Vous n'êtes pas allé, Non. vous non plus. Est-ce qu'il y a eu, à Non votre plus. connaissance, des interdits de divulgation de noms ou de quoi que ce soit? Aucune idée. Aucune Je ne idée. crois pas. Alors, on va être très prudent, José, parce oui. qu'on ignore Oui. si le procès, s'il y a eu des demandes de huis clos, si ça a été un procès public. Si ça avait été, René, un procès public, on aurait pu vous entendre sur n'importe quoi. Mais là, Ben, on c'est va ça. faire attention, OK? C'est Parce ça. qu'on ne sait pas s'il y a eu des portions huis clos, portions publiques, interdits de divulgation de certains éléments de preuves ou de témoignages. C'est ça. Est-ce que votre fille a témoigné à ce procès-là? Non. Ah, est-ce que Julien s'est reconnu coupable? Oui. Bon, à votre connaissance, et votre fille peut participer, est aux côtés de vous, il s'est reconnu coupable de quoi en cours, Julien, à votre connaissance? Voie de fait. OK. Qui consistait à quoi? Est-ce que vous le savez? Ben, oui, avoir battu ma fille. Mais Est-ce qu'il c'est l'a pas là le cas, là. blessé? Est-ce qu'il y a eu des blessures Oui. constatées à l'hôpital? Oui. OK. Ouais. Mais, malgré tout, ma fille l'aimait. René, on va laisser l'amour de côté. Si vous voulez bien, là, on va demeurer factuel et rationnel. OK. OK. D'ailleurs, est-ce qu'on peut lui parler à votre fille, René? Oui, je vais vous la passer, mais c'est sûr qu'elle est en choc parce que là, ce matin, elle a appris que ça allait passer dans les journaux. Oui, je comprends. Annabelle, elle est très émotive. Oui. Oui. Parce que ses amis l'ont malmenée sur les réseaux sociaux, disaient que c'était sa faute à elle. Bon, attendez un peu. fait que- Les amis d'Annabelle l'ont malmené ou les amis de Julien l'ont malmené? Les amis de Julien ont traité toutes sortes de choses sur Instagram et Facebook, etc., que c'était la faute d'Annabelle. Aïe, aïe. Oui. Bon. Fait que- J'ai envie de sacrer, honnêtement. Oui, mais faites attention, c'est pour ça que je dis ça, là. Oui. Rassurez-vous, là, on va bien faire ça, René. Ouais, ben c'est ça, je vous la passe. Merci. Mais faites ça bien, puis elle aussi, je vais dire de respirer, là. Ben oui. Oh, oui. Ben oui. Je la passe. Oui. 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 Est-ce que j'ai bien compris que c'est Annabelle, ton nom? Oui. OK. Annabelle, j'ai une question, puis je veux que tu te sentes très à l'aise. Aimerais-tu mieux qu'on fasse une petite pause publicitaire, puis après ça, on va te prendre le temps de te parler? Non. OK. Correct. Parce Parfait. que je suis allée me faire blaster. Oui. Oui, c'est ça. Racontez ce que- Annabelle. D'abord, bonjour. Bonjour, Annabelle. Pierre Mailloux, ici. Annabelle, vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Vous avez 20 ans. Alors, racontez-nous ce que vous avez envie de nous raconter. Dans le fond, ce qui s'est passé, moi et Jean, on a commencé à sortir ensemble en 2015, en août. Oui. Ça allait bien. On avait des chicanes comme tous les couples. On s'est laissé, on a repris. Fait que là, on a repris jusqu'en février 2016. Oui. En février 2016, il est sorti avec une autre petite fille qui avait 19 ans. Qui avait Oui. 17 ans dans ce temps-là. Oui. Fait que là, on a arrêté de se parler. Puis là, avec elle, ça marchait pas. Il est revenu m'écrire. Puis là, on a décidé que on allait probablement reprendre ensemble parce que les deux, on voyait bien qu'on s'aimait puis qu'on voulait vraiment être ensemble. Oui. Mais là, dans le fond, la fille, elle a essayé de me parler. Fait que là, on s'est parlé. Mais les deux, on est allés à l'arène. Ça s'est passé à l'aréna Thibault dans ce temps-là. On est allés à cette aréna-là. Puis on s'est chicané avec Julien. Puis Julien est monté là-bas avec sa mère. Puis il voulait me parler. Fait que là, je suis descendue en bas. On s'est chicané. Je sais pas exactement les mots qu'on s'est dit. Je me souviens de m'être retournée pour rentrer en dedans. Puis Julien m'a frappé à la tempe. Il m'a frappé, mes lunettes ont tombé, ont cassé en deux. Je suis tombée par terre. Il a continué à me frapper. Je sais pas combien de coups j'ai eu. Je sais pas, je me souviens plus de rien. Je me souviens de m'être relevée, d'être montée en haut, d'être allée voir mes amis, de m'être écoulée à terre. Puis entre ces temps-là, mes amis se sont mis à courir après. La police est arrivée. Mes amis ont porté plainte. J'ai porté plainte, mais jamais j'aurais pensé que ça aurait été arrivé. Ce gars-là, jamais
jamais il avait levé la main sur moi auparavant, là. Jamais. Fait que, là, les Vous policiers, dites que ça s'est passé à l'Arena. À l'Arena de quelle ville? L'Arena de... à Sherbrooke, à Thibault. Ah, à l'Arena de Sherbrooke. Et vous avez mentionné qu'il était avec sa mère. Oui, sa mère, c'est sa mère qui conduisait parce que je sais pas trop pourquoi, mais il est venu avec sa mère, puis lui avait pété son cellulaire avant ça. Il avait pété son cellulaire chez lui, à ce que lui m'a raconté quand on s'est revus. Parce que moi puis lui, on s'est expliqué quand on s'est revus, puis jamais il a relevé la main sur moi après ce qui est arrivé. Fait qu'on a recommencé à se voir, on se parlait, puis... Non, attendez un petit peu. Attendez un petit peu, elle n'est pas trop vite. Alors, est-ce qu'il y a eu un procès là, il vous a frappé violemment? Non, le procès il était en cours. Dans le fond, c'était en attente, puis il n'y avait rien, il n'y avait pas d'avocat de décider, Oui. il n'était pas passé en cours. Il y avait juste OK. une interdiction de contact. Juste une interdiction de contact? Oui, dans ce temps-là, il y avait juste ça. Mais moi, je l'avais fait enlever. OK. Ah, donc, il n'y avait plus d'interdiction de contact. C'était avant le procès. Non, plus rendu là. OK. Mais Allez-y. là- Faites-nous comprendre, parce que là, il y a eu un procès. Non, le procès, il n'a pas été là. Le procès, il vient d'être fait. Il a été fait en août 2017. Mais OK. Oui. il n'y avait pas un procès juste à cause de moi. Puis l'autre personne, j'ai pas à expliquer ce qui s'est passé. J'ai pas à dire c'est qui. J'ai pas à dire... Ah oui. Attendez Ben- un peu. Est-ce que ces procès-là, à votre connaissance, ont été publics ou à huis clos? Moi, j'étais au courant de rien. J'étais juste appelée pour dire ce qui se passait. Moi, j'ai pas été mis au courant d'y OK. aller. J'ai pas Avez-vous besoin d'y aller. Avez-vous témoigné? Non. Ou s'il a plaidé coupable? Il a plaidé coupable, justement, à cause que il y avait eu un autre dossier, puis là, l'autre fille faisait aussi elle faisait des plaintes contre lui parce que ça faisait pas son affaire. Oh, Mais ça se complique, il n'y avait l'histoire, pas juste hein? moi. Non, Oui. l'histoire est vraiment compliquée. puis L'histoire se c'est pour complique. ça C'est que- ce qu'on comprend. On va être prudent. L'histoire se complique. Il y a d'autres personnes impliquées. On ne sait puis pas moi, je jusqu'où veux les... pas OK. Il a plaidé coupable. On ne sait pas jusqu'où c'était public, tout ça. OK. Mais vous nous rapportez qu'il vous a frappé sauvagement et solidement. Moi, je me souviens qu'il m'a frappé, mais je me souviens pas à quelle force, je me souviens pas de rien parce que j'ai eu une commotion, puis j'ai un blackout de ce qui s'est passé. J'ai mon côté gauche qui avait diminué de moitié ma force. Je suis gauchère en plus, fait que quand j'écrivais, je n'étais pas capable. Mais tu sais, à force d'avoir une physio puis tout, ça a été correct. Alors, René, je pense qu'on peut Annabelle. dire... excusez-moi, René, c'est votre mère. Annabelle, il vous a assommé. Soit d'un Ouais. coup de poing, un coup de pied avec quelque chose, C'est ou des- vous en tombant. Vous avez été assommé, vous avez été commotionné. Oui. Et vous êtes-vous remis de ça? Comment ça va, là, ces Ouais. temps-ci? Racontez-nous un peu. Ça... Tu sais, s'il n'y aurait pas eu ça, ça aurait bien été parce que je commençais à reprendre de sur moi-même. Oui. J'avais recommencé à travailler. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme travail, Annabelle? Là, j'étais esthéticienne. Vous aviez j'étais repris retournée en à l'école. esthétique? Vous aviez repris Ouais. en esthétique? Et là, Ouais. tout à l'heure, d'entrée de jeu, je l'ai noté, et vous nous avez dit que vous êtes tanné de vous faire blaster. Parce que moi, Racontez-nous, oui. je me fais écrire de tous les bords que c'est de ma faute s'il a fait ça. Puis, Et s'il s'est suicidé? On va utiliser les vrais mots. ouais, ça passe sur ma faute s'il s'est suicidé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donnez-nous votre opinion. Ben, moi, je crois qu'il y avait quelque chose qui allait pas parce qu'il avait commencé à prendre la drogue. Ça, je sais pas si ses parents étaient au courant. Oh! ça l'a pas OK, aidé, puis Attendez moi- un peu. Qu'est-ce que vous savez? Avez-vous pris de la drogue avec lui? L'avez-vous vu prendre de la drogue ou on vous a Oui, dit je l'ai qu'il déjà se vu. droguait? Je l'ai déjà vu, puis on Et- s'est pogné à cause de la drogue. Ah, on apprend des choses ce matin. C'est pour ça l'autre plainte qui a été faite cette année. Ah, parce et que- quelle drogue utilisait-il? Je Qu'est-ce que sais vous pas. avez vu? Moi, je sais que la dernière fois que je l'avais vu, il était sur la speed. Il prenait des amphétamines, il prenait du speed. La dernière fois que moi, je l'ai vu, il était sur la speed, puis on s'est pogné. Puis il m'a pris par les hanches, puis il me criait après.
OK. Et est-ce que vous l'avez vu prendre des comprimés de speed? Non, c'est lui qui me l'avait dit. C'est lui qui me l'a dit le lendemain qu'il m'avait pris. OK, c'est ce qu'il vous a dit. Et est-ce qu'il vous en a offert? Est-ce qu'il vous a offert de prendre des speeds avec lui? Non. OK. OK. Parce qu'il était avec d'autres amis. C'était un événement qu'on organisait à Sherbrooke. Fait qu'il était là parce qu'on écoutait la même musique, on se tenait dans les mêmes endroits. Oui. On s'est pognés. Puis ça a resté comme ça. Et vous, la drogue, vous êtes pas trop en faveur de ça? Vous êtes pognés, pourquoi? On s'est pognés parce qu'il m'a vu avec un autre gars. Mais on n'était plus ensemble. On n'était plus ensemble depuis septembre. Depuis septembre, on se voyait plus. On se parlait une fois de temps en temps parce qu'on était restés en bon terme, mais on se voyait plus, puis c'était clair avec lui que je voyais quelqu'un. Okay. En tout cas, Annabelle, écoutez, vous êtes gentille d'avoir répondu à mes questions, de vous être prêt. José, est-ce que tu as des questions à lui poser avant qu'on... Ben moi, je veux plutôt vous souhaiter bonne chance, puis de prendre soin de vous. Oui. Et je peux vous dire à titre de psychiatre que non, vous n'êtes pas responsable du suicide de Julien. Je regrette, là, ça fonctionne pas. OK? Mais je trouve pas ça correct que le policier ait dit de cette manière-là que je l'ai piégé, parce que c'est pas ça pantoute ce qui s'est passé. Puis il y a seul moi et Julien qui c'est l'histoire réelle. Attendez un peu. Est-ce que vous référez à Stéphane tout à l'heure qui nous a appelé? Oui. OK, c'est un agent de service correctionnel, c'est un ami proche de Julien, et lui prétend que que vos amis l'auraient piégé. Et je sais pas, à votre connaissance, c'est pas vrai, ça, cette affaire-là? Non, mes amis lui parlaient pas vraiment parce que mes amis appréciaient pas trop la relation qu'on avait. Alors, mes amis s'en ont jamais mêlé. Oui, vous avez vraiment bien fait de relativiser cette information-là, et chacun a son information. Merci, et seul moi et Julien, c'est la vérité. Oui. Alors, Annabelle, bonne chance. On continue, on lâche pas. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup à René également, votre mère qui nous a parlé également en début. Vous comprendrez qu'on a pris beaucoup de retard, mais je pense que ça valait le coup, là. Donc, d'entendre les deux versions, de voir... c'est une histoire qui est plus compliquée que ce qui est écrit dans le journal. Oui. On va aller à la pause publicitaire. Comme c'est souvent le cas, dans les cas de détresse humaine, c'est rare la détresse humaine avec une histoire simple. Oui. Il y a beaucoup d'éléments, hein, puis là, on introduit une possibilité de drogue, puis là, d'autres gestes. Oui. On va aller à la pause. Au retour, on a déjà des auditeurs en ligne qui veulent nous parler. On va vous faire la place, évidemment, au retour. Il nous reste quelques circuits disponibles, d'ailleurs, si vous voulez nous téléphoner. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Nous sommes de retour, donc c'est toute une histoire, tout un moment qu'on vient de vivre. Les auditeurs, vous en êtes témoins aussi. Vous êtes plusieurs à réagir d'ailleurs. Donc, il y en a qui se sont retrouvés dans une même genre de situation, dans un même genre de situation également que Julien. Il y en a un qui nous a écrit, puis il dit situation d'accusation de voie de fait, puis il dit que si lui ici il allait en prison, il penserait au suicide. On dirait que c'est ça qui est venu chercher le monde, la peur de la prison, là, parce que tantôt vous avez dit ça se peut pas ça que t'arrives en prison puis qu'à partir de ce moment-là tu penses au suicide. Mais avez-vous compris quelque chose aussi? Je pense que c'est la mère d'Annabelle, elle a dit qu'il y avait une dépression depuis plusieurs années aussi. C'est important de le mentionner, ça aussi. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments. C'est une situation qui est très complexe. Et on va continuer à en parler avec beaucoup de circonspection parce que on ne sait même pas si ça a été un procès public, mur à mur. Non, c'est pour ça qu'il faut être prudent, exact. Il y a peut-être eu des huis clos, il y a peut-être eu des interdits de dévoiler soit des éléments de preuve, des noms, etc. Mais on y va tranquillement. Mais là, et puis on a appris beaucoup. On a appris énormément, beaucoup plus que ce qu'il y avait là dans le journal, là, on va se le dire. Oui. On a eu les deux côtés. Je suis contente, ça d'ailleurs. C'est pas juste un côté de la médaille. On a eu un ami de Julien. On a eu également l'ex-copine, la mère de l'ex-copine de Julien. Mais on peut sortir de cette histoire-là aussi et parler aux auditeurs. Maintenant, vous, c'est sûr que vous pouvez peut-être vous retrouver ça vous rappelle des souvenirs. Et notre question de base, je la trouve très pertinente, même après ce qu'on a appris, là. Est-ce qu'on est équipé? Est-ce qu'on est outillé
comme individu, comme société, pour aider les suicidaires, pour les empêcher de passer à l'acte? Est-ce que c'est possible de les aider à s'en sortir? Parce que dans le cas de Julien, manifestement, c'est un échec total. Exact. Et le seul point de dissension avec ce qui a été mentionné, moi, c'est le rôle des policiers. Le rôle des policiers m'apparaît irréprochable. Et sentez-vous bien à l'aise de nous appeler là-dessus? Ben tellement, Moi, Doc, c'était comme ma première réaction. Je me suis dit, coudonc, ils sont donc bien fins. Au lieu d'aller l'arrêter sur son milieu de travail devant tout le monde, ils l'appellent. Puis ils disent, regarde, là, faut que tu t'en viennes, là, parce que je trouvais ça même correct. Fait que pour vous dire les perceptions, comment que ça peut être différent d'une personne à l'autre, là. Fait que c'est ça. Bon. On va aller au téléphone, on va parler avec Stéphane de Québec. Bonjour, Stéphane. Oui, bonjour. Ben, mes hommages à vous deux d'abord. Oui, bonjour Stéphane. Oui, alors j'aimerais amener une petite aparté juste avant de parler de mon expérience. J'attends tellement 2 heures d'émission là parce qu'on est capable d'aller plus en profondeur. Et Qu'est-ce que vous avez dit? Recommencez ça. J'ai dit probablement que vous devriez faire 2 heures d'émission. OK, je l'ai dit. Parce que plus on a de temps ensemble, plus on a le temps d'aller gratter plus loin. Alors, moi, je sais pas si je suis dans le champ avec ce que je vais vous raconter, mais je souffre d'une claustrophobie, je vais vous dire, à la limite de l'extrême. C'est très difficile pour moi de prendre l'ascenseur. Et juste le fait de savoir, par exemple, que je devrais faire de la prison suffirait à probablement mettre fin à mes jours. Moi, je me mets 3 pages de fentanyl dans le front, puis c'est fini. Bon, alors Stéphane, oui. Seriez-vous capable de prendre votre auto et de provoquer volontairement une collision frontale avec une vanne? Non, parce que je le ferai pas de cette façon-là. Jamais je ferai ça. Bon. Je le ferai de la manière plus douce. Comprenez-vous, moi je veux bien que vous ayez peur des ascenseurs, mais si vous avez peur des ascenseurs, vous allez avoir peur de vous sacrer devant une vanne à 100 km à l'heure. Les deux à 100... Je suis d'accord avec vous, mais c'est justement ça, c'est sûr que ça serait pas une option, parce que c'est pas de cette façon-là que je le ferais. Je le ferais à la manière douce. Je ferais comme la personne qui avait mis dans son veston une espèce de liquide, le chimiste qui est mort sur le champ. Je ne peux pas concevoir, M. Mailloux, être dans une prison. Stéphane, allez pas trop vite. Rappelez, c'est un chimiste qui a comparu. Oui. Racontez-nous l'essentiel de l'histoire pour que nos auditeurs sachent de quoi vous parlez. Ben alors quand la sentence finale a été dite, prononcée, oui. Oui, exactement. Alors il s'est empressé dans sa poche intérieure d'ouvrir un petit flacon de liquide et il est mort sur le champ, je crois, même dans la salle d'audience. Oui, au Palais de justice de Québec. Exactement. J'ai l'impression qu'il a traumatisé pas mal de monde, lui-là. Mais moi, je veux juste vous dire une chose. Oui. Simplement le fait d'être dans une prison avec des barreaux qui se referment, OK, me mettrait dans une situation de crise de panique extrême. Puis j'ai souvent pensé, qu'est-ce que je ferais si j'avais absolument rien? Je pense que je me mordrais le poignet là, à l'intérieur. Oui, alors, cher névrotique, je vais devoir vous demander, est-ce que vous seriez capable de sacrer une volée, une de ces dégelées à une fille? Jamais de la vie. Bon. Alors, comment se fait-il que cet individu qui serait à ce point apeuré de la prison, n'ait pas peur d'assommer une jeune femme? Il l'a assommée. On a eu le témoignage, là. Il y a une commotion cérébrale, faiblesse du côté gauche. Ah oui. Écoutez, il l'a assommé. Ouais, mais comme la dame a dit, c'est quelqu'un qui n'avait jamais fait ça. Il le fait sûrement avec peut-être un peu d'influence sur l'amphétamine. Puis en plus, en présence de sa mère. Pourquoi tout le monde l'excuse, hein? Je comprends pas ça. Parce que c'est suicidaire. Non, mais ce que j'amène, c'est justement ce que je me disais au départ. Là. Je suis peut-être un petit peu dans un côté, un petit peu plus dans le champ. Là. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que le simple fait, OK, de savoir que j'irais être emprisonné, serait suffisant pour que je mette fin à mes jours. Bon, on comprend votre discours, Stéphane, mais vous allez faire des pieds et des mains pour ne pas vous retrouver en prison, n'est-ce pas? Ben, c'est ce que je fais. Vous n'irez pas sacrer une dégelée à une jeune femme devant votre mère. Absolument pas. Merci, Stéphane. Merci beaucoup de votre appel. Il y a des choses qui sont incongrues. Doc, ça se peut-tu que les gens... On a entendu l'histoire, là. Oui. Même Annabelle, même sa mère, là.
il excusait un petit peu. Tu sais, Oui. il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Oui. Elle l'aimait. Tu sais, il y a beaucoup d'émotions. Moi, je le connais pas. Je connais pas personne dans l'histoire. Je suis très froide. Je suis rationnelle dans cette histoire-là. Je ne comprends pas qu'on l'excuse. Julien, d'avoir frappé sa conjointe, même si c'était une première fois. Quelqu'un qui tue quelqu'un, puis la première fois, il tue toujours bien quelqu'un. Là, il l'a frappé à la... Il l'a assommé. Oui. Pourquoi qu'on l'excuse? Parce qu'il a pris des amphétamines. Ben pourquoi qu'il a pris des amphétamines? Tu sais, c'est à un moment donné, il faut se responsabiliser, là. Moi, c'est juste ça. Là, c'est pas juste la faute de la société s'il a frappé la jeune fille, là. Là, ça vient d'où, là? Qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme de 20 ans a cette violence-là? On n'ira peut-être pas là aujourd'hui, c'est trop délicat là d'aller là. Peut-être dans une autre émission. Moi, j'ai des doutes. Là. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme à 20 ans soit mal équipé émotionnellement, qu'il soit pas capable d'accepter une rupture, qu'il soit pas capable d'accepter que son ex soit avec un autre gars, puis que ça fasse tellement, que ça soit tellement fort en lui, que ça monte tellement fort en lui, qu'il ait le besoin, au lieu de la prendre dans ses bras puis de dire je t'aime, qu'il la frappe. C'est quoi? Il y a un problème là. Et on l'excuse. Qui plus est? Qui a le culot, qui a l'audace de faire ça devant sa mère. Hey, il y a quelque chose qui marche pas, les amis, là. Non. Non, José amène un point. Non, ça marche pas. Il y a des grosses anguilles en dessous des roches. On va au moins se dire ça? Oui, on va aller à la pause. On va reprendre notre retard. Au retour, on va parler avec Yves de Québec. Oui. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Nous sommes de retour aujourd'hui dans cette émission où tout part de la mère d'un jeune homme qui s'est suicidé par peur de la prison. C'est comme ça c'est amené dans le journal. C'est ce qui est allégué, exactement. C'est sa prétention. C'est ça. On a parlé à un ami de celui qui s'est suicidé, Julien. On a parlé également à la mère et à l'ex-petit ami de Julien, parce que tout ça est relié. Là, on ne refera pas toute l'histoire. Vous réécouterez en podcast, ça va à peine. En passant, aujourd'hui, on a vécu toutes sortes d'émotions. Et notre question de base, c'est est-ce qu'on est suffisamment outillé pour aider les suicidaires, pour les empêcher à passer à l'acte? Vous réagissez comme vous le désirez, parce que ça nous interpelle de plein de façons. Il y a plein d'angles là, dans ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Là, on va parler avec Karine de Lévis. Bonjour, Karine. Bonjour. Bonjour, Karine. Tout d'abord, je vais souhaiter toutes mes condoléances à la famille aussi. Oui. C'est un événement triste qui est arrivé. Oui. Bon. Et on n'oublie pas, condoléances à la famille de Julien, mais le fait que Annabelle se fasse blaster sur les réseaux sociaux, c'est inacceptable. Là. Vraiment. Je pense qu'on va envoyer un son de cloche de ce côté-là, parce que Julien était manifestement en détresse, pour toutes sortes de raisons, et il n'a pas été poussé au suicide par Annabelle. Là. Rien. Non. Rien, non. Il y a des limites. Oui. OK? On vous écoute, Exactement. Karine. Bon. Oui, moi j'appelle pour ajouter mon grain de sel, c'est que moi, mon conjoint, il l'a vécu comme camionneur. Lui, il a eu un suicide sur son camion en 2013. Oh. Il y a eu un quoi? Un suicide. Un suicide sur son camion. Racontez ce que vous en savez. Ce qui est arrivé, c'est qu'il revenait de sa journée de travail à hauteur de Neuville. Il y a un homme qui a débarqué de sa voiture puis qui s'est jeté sur son camion. OK. Suite à ça, mon conjoint il a été quand même pris rapidement par la CNSST puis par son employeur. Puis il a été diagnostiqué post-traumatique. Oui. Avec ça. Fait que moi, ce que je vais ajouter, parce que je l'ai vu un matin l'article, puis ce que je voulais ajouter aussi, c'est que le suicide fait beaucoup de dommages collatéraux à la famille, mais aussi, quand c'est des cas de suicide par camion, ça fait des dommages au camionneur qui le subit. Définitivement. Oui. Définitivement, j'en ai parlé. Oui. C'est ça. Ça fait 5 ans que c'est arrivé, puis il est toujours pas capable de reconduire. Il y a des flashbacks tous les jours de cet événement-là, puis même conduire vous savez, l'auto, ça vient Karine, vous m'avez entendu, est-ce que vous m'avez entendu mentionner que le fait que la mère ait déclaré que son fils suicidé ne voulait pas blesser personne, il a foncé sur une vanne? Oui. Vous m'avez entendu commenter là-dessus? Oui. Qu'est-ce que vous pensez du propos de la mère? Je pense que c'est un manque d'information. Moi, on nous dit souvent... Karine. Faut pas parler des suicides par camion. On nous dit souvent ça parce que ça pourrait donner l'idée à d'autres. Puis, je pense que si les gens... Moi, j'ai jasé avec quelqu'un qui a manqué son coup, qui s'est essayé de se suicider.
sur un camion, il a manqué son coup. Puis, il savait pas tous les dommages qu'il aurait pu causer au camionneur. Mais avoir su, il aurait probablement pris un autre moyen. Mais vous êtes donc bien fine, vous. Oui, mais regardez, Karine, on va en profiter. Racontez-nous concrètement là, par quoi votre conjoint est passé. Choc post-traumatique. Votre famille, est-ce qu'elle a été affectée par ça? Beaucoup, beaucoup. Jusqu'à quel point? On avait des jeunes enfants, 2 petites jumelles de 4 ans, fait qu'eux autres, ils ont vécu à la dure. Papa, il est devenu alcoolique parce qu'il prenait pas d'alcool à ce moment-là. Oui. Je l'ai rentré en psychiatrie aussi à un moment donné parce qu'il a essayé un retour au travail, ça n'a pas fonctionné. Puis à l'heure qu'il est là, il est encore suivi, mais c'est toujours difficile. Faut que le niveau de stress soit à zéro. Karine, je comprends pas votre réaction. La mère de Julien affirme qu'il ne voulait pas blesser personne. Non, il a juste foncé sur une vanne. Et vous nous dites que c'est parce qu'elle ne comprend pas tous les dommages que le camionneur peut avoir. Karine, êtes-vous sérieuse? Mais qu'est-ce que vous faites de votre colère, vous? Je ne suis pas en colère, M. Mailloux. Ce que je dis, c'est que Non, je le sais. Qu'est-ce que vous faites de l'émotion colère dans votre vie? Qu'est-ce que je fais de l'émotion colère? Moi, ce que je vous dis présentement, là, c'est que par rapport à ce sujet-là, moi, je fais une autre parenthèse, il a fallu qu'on parte à un organisme parce qu'il y a beaucoup de camionneurs qui vivent avec les impacts des suicides par camion. Je trouve ça vraiment dommage ce qui est arrivé à ce jeune homme-là. Puis, je pense que, justement, le jeune homme... vous trouvez dommage? Le jeune homme, il ne voulait pas faire de mal aux camionneurs. Ça, j'en suis convaincue. Bout de cierge. Vous sortez d'où, vous? Mais quelle naïveté! Vous avez quel âge? Moi, j'ai 37 ans. Non, mais José, je suis sans mots. Karine, ça se peut-tu... Non, mais j'ai besoin de vous. Karine, ça se peut-tu que c'est plus facile de passer à travers ça en n'ayant pas de haine? C'est-tu ça? De passer au travers? De ce que vous vivez, de ce que votre conjoint... Vous avez parlé de choc post-traumatique, alcoolisme, psychiatrie. Je n'ai pas de haine avec le garçon qui a fait ça. C'est là que vous vous trompez. C'est ça ma question. C'est-tu plus facile de ne pas avoir de colère, de ne pas... Vous faites tout pour pas être en colère parce que c'est plus facile. Mais vous êtes en train de banaliser et de prétendre que Julien ne savait pas qu'il blesserait, qu'il causerait un tort au camionneur. Je n'en reviens pas. C'est pas ça que je dis, M. Mailloux. Ce que je dis, c'est que le suicide, c'est souvent un acte impulsif. Et puis, ce que le jeune homme a fait, il était dans un état où il était dans un stress très, très intense. Non, regardez, Karine, quand il a été incarcéré, on sait que lorsqu'il a été incarcéré une nuit, il a menacé de se pendre. Il le disait à tout le monde. Bon. Par la suite, lorsque les policiers l'appellent, il part, puis il frappe collision frontale avec une vanne volontairement. Oui. Le suicide, un acte impulsif, là... Mais je comprends pas que vous voulez en venir, M. Mailloux. Moi, tout ce qu'on fait, là, c'est aider d'autres camionneurs qui ont vécu Vous banalisez le moyen. Je ne banalise rien. Vous m'inquiétez, Karine. J'ai un organisme qui aide des camionneurs. Oui, j'ai très bien compris. Mais là, on parle pas de... Je ne banalise pas. Je vais faire l'arbitre. OK? Je vais faire l'arbitre entre les deux, juste pour qu'on se comprenne bien. Doc Mailloux, selon moi, ne banalise pas l'aide que vous voulez amener aux camionneurs. Il banalise le fait que vous banalisez le fait que des automobilistes suicidaires qui foncent dans les camions. Puis ils savent pas qu'ils vont blesser le camionneur. Aïe, aïe! Non, je ne banalise pas ça. Reprenez votre propos. Si vous saviez, M. Mailloux, avec tous les camionneurs que j'ai discutés dans les 2 dernières années, je ne banalise pas l'acte. Non, vous avez dit, et vous pouvez vous reprendre, que Julien ne savait pas le tort qu'il causerait aux camionneurs, aux conducteurs du camion. Est-ce que c'est ça que vous avez dit, oui ou non? Je crois que oui, parce que sinon... réfléchissez avant de parler. Monsieur Mailloux, Julien, il était en détresse psychologique. Oui. Il n'a pas pensé à la personne sur qui il jetterait. Il a pensé à sa blessure, à sa tristesse. Et sa mère, elle, là, elle n'est pas en détresse. Elle nous dit, il ne voulait pas blesser personne. Il a foncé sur une vanne. Achetez-vous ça, vous. Oui, allez réfléchir. Bye, Karine. Moi, je veux bien qu'on s'occupe des autres, là, mais d'abord, une réflexion personnelle s'impose.
On doit aller à la pause. La banalisation de ce geste-là me répugne. Mais ça se peut-tu... Je reviens sur ce que j'essaie de dire. Écoutez-moi juste 2 minutes. Là. Oui, même pas, moins oui. que ça, parce qu'on doit aller à la pause. Oui. Là. Mais ça se peut-tu que pour certaines personnes, on s'est tellement fait dire, c'est pas gentil d'être en colère, faut pas être fâché, ça donne rien d'être en colère, ça ramènera pas la personne d'être en colère, faut pas en vouloir... Tu sais, d'avoir grandi là-dedans, là, ça se peut-tu que il y a des gens qui essayent à tout prix d'être dans le déni, écoute, elle nous dit... De fouler tout ça en dedans, C'est comme si elle nous disait, les pauvres suicidaires ne réalisent pas qu'en causant une collision frontale, ils vont causer un tort énorme aux camionneurs. Répondez, faites comme, je veux dire, comme vous faites aux autres. Répondez à ma question. Là. Ça se peut-tu que c'est une façon de se protéger? Ben oui. Ben oui. Que c'est pour ça qu'elle est dans cet état-là, Ben oui, au lieu pourquoi d'être en colère? Ben oui, pourquoi tu penses que je vais l'envoyer réfléchir? Hey, pas avancer dans sa réflexion. Elle prétend aider du monde. D'après moi, Karine n'a pas suffisamment réfléchi, là. Peut-être que je me trompe. On va aller à la pause et on revient au retour. Nos circuits téléphoniques sont pas mal pleins. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On va aller tout de suite au téléphone, Doc. L'émission passe super vite encore une fois. On va parler avec Daniel de Québec. Bonjour, Daniel. Bonjour, madame. Ça va bien? Oui, bonjour, merci. Daniel. Écoutez, j'étais assez ébranlé de la discussion que vous avez eue avec la précédente, précédente. Là. Je le suis, moi et tout. Ben, en tout cas, je la connais, mais je pense que les propos qui ont été utilisés ne sont pas adéquats à ce que vous... le sujet ce matin. OK. Mais je vais aller tout de suite au sujet. Moi, j'ai eu 3 suicides en 1 an. Il y a 22 ans de ça. Puis, je vais vous dire, là, ça revient souvent à me hanter. Parce que les premiers, je les ai subis. Mon premier cousin qui s'est pendu, lui, on s'en attendait pas du tout. Le deuxième, c'était mon frère qui, suite à sa schizophrénie, à un moment donné, il a eu comme une lucidité, puis on l'a retrouvé pendu dans la cave. Puis suite à ça, j'avais un petit cousin qui, lui-même, sortait de l'hôpital, puis j'ai dit, garde, il l'a fait pour nous autres, pour nous montrer que, tu sais, il peut pas faire ça comme ça, puis il faut se prendre en main, prends l'aide que tu as besoin, puis ainsi de suite. Mais lui, il était vraiment rebelle. Puis peut-être 3 semaines après, moi, j'étais pas psychologiquement en état de vraiment gérer ça, puis il est venu me ramasser. Puis j'y ai dit, toi, là, tu vas arrêter de nous faire chier, puis le jour où tu vas le faire, tu vas fermer ta gueule, tu vas le faire. Il l'a fait le lendemain, tu sais. J'ai dû... là, je vous en parle, je suis assez ému parce que c'est une crise de job à revenir de ça. Je me suis senti bien coupable de ça parce que moi-même, psychologiquement, j'étais faible. Je savais pas comment gérer les deuils déjà. Puis j'ai eu à gérer la culpabilité que je me suis mis ses épaules par rapport au geste, que je me disais, si j'aurais pas dit ça, il l'aurait peut-être pas fait, tu sais. Puis là, j'en parle ouvertement. Oui. Ma famille, chez nous, ils savent pas que j'ai dit ça, là. Oui, vous faites bien de nous appeler. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on fait l'émission ce matin, Daniel. Vous êtes en plein dans le mille. C'est qu'on essaie de se dire ouvertement quoi faire, comment être aidant, comment ne pas nuire. Écoutez, peut-être que vous auriez pas dit ça dans un moment d'exaspération. Je l'entends régulièrement. Et encore, la semaine dernière, j'étais à l'hôpital. Il y a un patient qui m'arrive, puis son ex-petite amie lui avait dit « Accroche-toi ». Alors, c'est pour ça qu'on en parle ce matin. Même quand vous êtes exaspéré avec quelqu'un qui fait des menaces suicidaires, on va s'entendre, puis on le dit pas. Correct? Bon. C'est ce que j'ai fait avec les années qui ont suivi. C'est parfait, Daniel. Bon, on considère ça comme une erreur, et puis on ne la répète pas. Et vous faites bien d'appeler pour qu'on se le dise collectivement. On essaie d'améliorer nos outils d'intervention. Et dans des outils d'intervention, il y a des choses à ne pas faire. Puis j'ai même un psychiatre, un patient à un moment donné m'est arrivé, et le psychiatre, il confiait au psychiatre qu'il avait envie d'aller sauter d'un pont. Puis le psychiatre, il a dit, ben qu'est-ce qui t'empêche de le faire, tu sais? En voulant dire, fais-le. Le psychiatre, a dit Oui. OK. Alors, il y a des psychiatres qui peuvent devenir exaspérés et dire à leurs patients d'attenter à leur vie. Ça peut arriver. Oui.
Merci beaucoup, Daniel, et bonne chance. Merci, Daniel. Merci. Oui, merci d'avoir rappelé. Il reste Vous, peu de temps, vous contribuez. Et d'ailleurs, je fais exprès, là, on ne prendra plus d'appel. C'est quoi qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va le prendre le temps, là. Il reste peut-être 2 minutes et demie, là. Donc, quelqu'un, parce que ça peut être lourd pour certaines personnes, là. Ça peut être très lourd à vivre avec des gens qui sont suicidaires. Puis là, vous le dites, dans un moment d'exaspération, c'est pas nécessaire de provoquer. Bon, non, on ne provoque ça, c'est une chose à éviter. Alors, même si on devient exaspéré, même si on se sent impuissant, c'est non. Par exemple, le premier cousin pendu, dans le cas de Daniel, on ne sait pas ce qui est arrivé. Un problème de boisson, problème de drogue, incapacité de faire face aux frustrations. On n'a aucune idée. Bon, donc, je n'ai pas grand commentaire, si ce n'est que s'il a montré des signes de détresse quelconque, ben, on essaie de l'orienter vers un médecin, vers un psychologue ou quelqu'un. Dans le cas de son frère qui souffrait de schizophrénie, il s'est pendu dans la cave. Tu m'entends radoter, José, depuis que tu me connais, l'importance de traiter efficacement la schizophrénie pour que la personne atteinte redevienne un citoyen normal. Fait que dans les cas de santé mentale, de problématiques de santé mentale, c'est dans le fond, la première chose à faire, c'est de bien les accompagner pour qu'ils puissent avoir les bons soins appropriés. Oui. Okay. Et là, le rôle du psychiatre est capital. Puis ensuite, la famille est accueillant, surtout lorsque le patient fait des beaux efforts. Et ne pas craindre d'être autoritaire et sévère si le patient qui souffre de schizophrénie se drogue. On intervient. On lui dit, écoute, ton cerveau, il n'est pas compatible avec la dope. Tu fais de la schizophrénie, on va t'aider, on va te supporter, tu vas prendre ton traitement, mais tu ne toucheras pas à la drogue. Ça, c'est aidant pour le psychiatre. Oui. Dans le troisième cas du petit cousin rebelle, il y avait une problématique, on ne sait pas trop lui-ci, mais là, le propos, je ne le répéterai pas, écoute, ne pas provoquer la personne ou ne pas le parce provoquer. Parce qu'il y en a, je les défends pas, là, mais il y en a qui deviennent tellement à bout à un moment donné que c'est pas la première fois que j'entends ça, moi, du monde qui disent, ben fais-les là, tu sais. Oui. Mais même exaspéré. Il faut respirer par le nez. Même exaspéré. Et se taire. Même impuissant, on se tait quant à cette suggestion-là. Ouais. On va faire une émission prochainement, là. Ce que j'aimerais, moi, c'est le après le suicide. Et c'est Annabelle qui m'a inspiré ça parce que je trouve que c'est tellement facile, là. Ah, c'est de sa faute à elle, c'est de sa faute à lui, ah, c'est de ma faute. Toute la culpabilité, tu sais, ça se lance la balle. Ça doit être très lourd à porter pour les proches aussi. J'aimerais ça, à un moment donné, dépendamment. Aborder, c'est du cas par cas. Ouais. Oui, on pourrait faire une émission là-dessus et nos auditeurs, comme d'habitude, vont collaborer. Ouais. On va partir de vignettes, un peu comme dans le cas de Daniel. Merci, Daniel. Ouais. Merci, puis... Et merci à tout le monde, vraiment, de votre participation encore une fois aujourd'hui. Merci à Alex, merci à Olivier, merci à vous, Doc. À demain, tout le monde.